Bienvenue dans Destination Montagne. Cette fois-ci, on vous emmène en bobsleigh. Hi, how do you feel? Good. Elle se sent très bien. Do you know what speed you will go? No. Very fast. 200 km? At least? No, you're joking. 200 km, ça va, 200 km/h, c'est bon, nickel. Allez, générique. Bienvenue dans Destination Montagne. Bon, tout à l'heure, j'exagérais un peu, 200 km/h, c'est pas tout à fait ça. Thomas, on va du combien là, dans cette espèce d'horrible chose? Bah là, on va aller entre 115 et 125 km/h à peu près. C'est quoi le topo? Il y a combien de virages et qu'est-ce qu'on se prend dans la tronche? Alors là, on est parti pour 19 virages, d'accord, avec une distance d'environ 1,5 km et 200 mètres de décélération. Donc la décélération monte plutôt pas mal. Et là, on va prendre environ 4 à 5 G selon les virages. 4 à 5 G, c'est ce que se prennent souvent les pilotes de ligne, les pilotes de chasse, exactement. Et puis aussi, même en Formule 1, aussi dans les virages à grande vitesse, ça pousse pas mal. D'accord. C'est à peu près ça. Donc vous l'aurez compris, c'est sport extrême aujourd'hui. Mais en attendant de se préparer psychologiquement, on vous laisse avec un topo un peu plus cool, mais qui glisse quand même, vous allez voir. Tout de suite. La semaine dernière, je décidais de m'engager sur les crêtes enneigées du pic Marcely. Point de vue exceptionnel à 360 degrés sur le Chablais, les Fils, les Aravis, le Mont Blanc et j'en passe, bref, ma rando préférée. Le problème, et je m'en suis rendu compte très vite, c'est que cet itinéraire en hiver est plutôt déconseillé. Cela s'est corsé lorsqu'une déviation m'a forcé à suivre un chemin creusé dans la pente à 45 degrés. Même avec ce câble, le danger était trop grand, c'était cuit. Je vais vous expliquer pourquoi le dicton « prudence en montagne » prend tout son sens. J'ai voulu pousser le bouchon un peu trop loin. Nous arrivons à un endroit un peu vertigineux. Ce qui est encore plus dangereux en hiver puisqu'il y a des plaques, il y a de la boue, enfin ça bouge dans tous les sens. Donc j'ai décidé d'arrêter le topo. Ben oui, ça arrive, hein. Il n'empêche que le pic Marcely, moi je dois l'avoir fait une dizaine de fois, et je vous le conseille, c'est un de mes favoris dans la région. Allez, on est reparti, cette fois-ci dans l'autre sens. Bon, je vais embarquer avec Christophe et Élise. C'est la première fois pour eux et j'espère que ce sera pas la dernière. Thomas, tu nous briefes un petit peu là? Qu'est-ce qui va nous arriver? Bah, ça va bien se passer. Là, on va commencer par embarquer. D'accord. Donc on embarque et on essaie d'embarquer, si tu veux, avec un ordre de grandeur. Donc toi, tu es le plus grand aujourd'hui, donc tu vas passer sur l'arrière. D'accord. Donc je vais t'inviter à venir mettre un pied ici sur l'aileron. D'accord. Oui. Tu vas venir t'asseoir ici sur le siège et tu vas faire attention ici de ne pas toucher la caméra derrière. D'accord. C'est parti. Donc tu t'assois tranquillement, tu tends les jambes, oui. Je vais te mettre la ceinture et ensuite je te dirai comment placer tes mains et tes jambes. Et alors, à l'arrière, c'est comme dans les avions de ligne, enfin dans les avions en général, c'est là où on sent le plus les turbulences? C'est ça, c'est de la physique. Plus tu t'éloignes du centre et plus tu as de la force de centrifuge. Ah bah, j'ai envie de te dire merci pour ce petit cadeau. Bah écoute, tu voulais des sensations fortes, je t'ai mis à l'endroit approprié. Ok, ça donc, va. donc là, tu vas pouvoir te tenir ici, te maintenir sur les cordes. Okay. D'accord. Donc soit comme ceci, comme ça. Voilà, de chaque côté, ou soit, si c'est préférable pour toi, les mains en croix. Donc ça, c'est à ton choix. Okay. D'accord. Comme tu le sens. De la manière où tu es le plus confortable. C'est parti. On est parti pour une descente avec Thomas Giraud, qui est pilote professionnel. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. J'espère que c'était vrai. Et là, on se lance. On se lance pour une descente de plus ou moins 1 minute, avec des pointes à 125 km/h. Et moi, je vous laisse pour le deuxième jour. Allez, on est parti. Je me mets bien dans l'axe du virage numéro 1, virage à plat. On arrive dans le virage numéro 3. Le virage numéro 3 qui est le premier virage un petit peu technique. Voilà, ça y est, je sors bien dans l'axe. On arrive dans le virage numéro 4, premier virage relevé où on commence à sentir un petit peu la pression. C'est parti, on s'engage dans le virage numéro 5. Là, on est bien axé, on se prépare bien pour le virage 6. Le virage 6, voilà, on rentre dedans. Premier virage avec de la très grosse pression. Très technique, on sort, on aborde le labyrinthe, un enchaînement de virages gauche, droite, gauche. On arrive dans le virage numéro 10, premier gros virage avec beaucoup de pression, long virage, très long. 11, le virage numéro 12, très technique, un virage clé qui nous amène dans la partie la plus technique et la plus rapide de la piste, le virage 14, ligne droite 14-15, virage très technique,
beaucoup de pression, 4-5G, on arrive dans l'Oméga, le numéro 16, beaucoup de pression, on sort, on arrive sur la partie plate, 16, 17, 18, ligne droite 18, 19, et enfin dans le 19, encore beaucoup de pression, long virage vers la droite avant d'aborder la ligne d'arrivée. On est arrivé, on arrive dans la décélération, une longue ligne droite de 200 mètres qui remonte, et là je vais utiliser pour la première fois, et seulement à cet endroit-là, les freins. Je vais freiner pour stabiliser le bobsleigh à l'arrivée. On est arrivé. Donc mesdemoiselles, on va utiliser la go-to-ski pour vous corriger. La go-to-ski est une mécanique qui est posée sur une paire de skis et c'est grâce à ce guidon qu'on va retrouver les sensations perdues. Marc Gostoli, ingénieux bricoleur de la Plagne, travaille depuis 32 ans au service des personnes handicapées. Son dernier bijou, c'est cette trottinette des neiges qui leur donne un nouveau accès aux pistes. L'idée de faire le go-to-ski est simple. Il y a 36 millions de personnes handicapées recensées en Europe. Il y en a 12% assis dans des fauteuils. Donc il y a plus de handicapés debout qu'assis. Et il fallait qu'on trouve le moyen de transmettre notre savoir aux gens debout. Donc je mets les skis à plat et là ça glisse. Regarde ce qui se passe. Les spatules sont face à la pente, le poids passe derrière, le virage est fini. On n'a jamais utilisé les jambes. Claire et Séverine, par contre, n'ont pas de handicap. Alors pourquoi devrait-elle utiliser cet engin, me direz-vous? Eh bien pour se perfectionner, tout simplement. C'est-à-dire que là, on leur a donné la possibilité de ressentir les erreurs ou ce qu'elles faisaient bien. C'est tout. Skier, elles savent skier. Donc c'est un outil de correction, c'est un outil de perfectionnement. Oui, malheureusement, il est né dans le monde du handicap. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, au même titre que la télécommande. La télécommande est née pour les personnes tétraplégiques. Aujourd'hui, tout le monde a une télécommande et on a totalement oublié le handicap. Prête? Oui. C'est parti. Je me suis découvert pas mal de défauts, effectivement, à corriger. La machine, elle force à faire les mouvements adaptés, nécessaires, voilà, pour avoir la meilleure position. Si tu pousses un peu ton guidon, pousse-le un peu. Voilà, ne regarde pas tes skis, ressens les choses. L'avantage que tu as, c'est que la machine va te permettre de travailler par le biais de la perception. Regarde, là tu sens que ça dérape. Ouais. Pousse ton guidon vers moi. Voilà. Et ça s'arrête. Mes pieds, ils sont là où ils doivent être et pas là où je voudrais qu'ils soient. Donc ils ne sont pas diamétralement opposés et puis ils sont surtout pas en chasse-neige. Donc il y a un vrai pli à prendre et essayer de pas trop lutter en fait contre ça. Mais c'est assez bluffant parce que j'ai réappris à utiliser mes skis à bon escient et de la bonne façon pour pouvoir en profiter vraiment et ressentir ce contact entre la neige et mon ski. Quelle classe! Il n'y a pas de personnes handicapées, il n'y a que des situations handicapantes. Et là, il n'y a plus tout ça en ski. Alors cette fois, on est avec Alain, qui est directeur des pistes, c'est ça? Ah non, pas directeur des pistes, simplement directeur technique de la piste, ouais. La piste de bobsleigh de la Plagne, bien sûr, et qui a été construite à l'occasion des Jeux de 92. Ouais. Alors, technique, c'est quoi la technique? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un truc en glace, et puis voilà, quoi, non? Non, il y a beaucoup de technicité, notamment pour la production de froid, puisqu'on a réalisé à la Plagne une première mondiale en 2006, puisqu'on s'est affranchi complètement de l'ammoniac, qui était notre fluide et gaz utilisé pour la réfrigération auparavant, et pour utiliser de l'eau glycolée maintenant. Oh, de l'eau glycolée, ça veut dire quoi? De l'eau glycolée, c'est simplement un grand terme qui veut dire de l'eau qui ne gèle pas. D'accord, ça n'a rien à voir avec la picole? Non, c'est plutôt ce qu'on utilise dans les circuits de refroidissement de voiture, par exemple. Ok, donc là, on a une idée, on a quelques chiffres, ça doit être impressionnant quand même, la quantité... C'est une piste qui est très très longue, qui fait 1500 mètres chronométrés, 200 mètres de freinage, et c'est donc plus de 6800 mètres carrés de glace qu'il faut entretenir au quotidien pour permettre notre activité. Comment on l'entretient ? Alors on a une équipe de glaciers qui est renommée dans le monde entier, puisqu'on a participé aux Jeux de Sochi, aux Jeux de Turin, on était en Corée du Sud récemment, on est en contact avec la Chine pour les prochains Jeux olympiques de 2022, donc la technicité des glaciers de la Plagne est reconnue dans le monde entier. C'est un travail qui contraste beaucoup avec la technicité de notre installation de production de froid, puisque le travail est entièrement manuel. Entièrement manuel. Alors par exemple là, ce qu'on voit là derrière nous, c'est le début de la piste. C'est ça. Donc, si je m'aventure un peu par là, que je glisse et que je mets les 4 fers en l'air, je risque de faire 19 virages à du 120 km/h. 120 peut-être pas, les 19 virages sans doute, mais je ne sais pas, peut-être à la vitesse du Bob Raft, avec un temps final d'1 minute 40. 1 minute 40, ouais, j'espère que je ferai mieux, quoi.
J'espère surtout que je vais pas glisser. C'est ça, on va faire attention. Ok, bon, ben c'est du boulot. On va tester tout ça, non? Tu sais qu'on va faire un jump cut. Pouf, paf. Tiens, alors qu'est-ce que c'est ça? Un jump cut? Ouais. C'est quand par exemple on voit un truc, et puis pouf, image se coupe pour un truc rien à voir. Tu changes carrément de... Ouais, c'est ça qu'on va faire. Bon, ben moi je vous laisse avec... Qu'est-ce qu'il faut lancer là? Ah, c'est génial! La minute matos. Skier sans neige, cela peut paraître saugrenu, une vieille idée un peu gadget. Pourtant, quand on voit la dernière version du simulateur produit par Skytech Sport et que l'on apprend qu'elle équipe les salles d'entraînement du team américain depuis 2015, on devient plus attentif. On comprendra peut-être mieux l'importance du système si on écoute la démonstratrice, j'ai nommé Michaela Schifrin. C'est compliqué d'avoir suffisamment de temps sur les pistes pour produire un ski de qualité. C'est un bon moyen de s'entraîner sans neige et de progresser beaucoup plus vite. La machine et ses mises à jour permanentes en images virtuelles des plus grandes pistes de compétition est paramétrable à loisir. Et on peut définir la météo, la qualité de la neige, depuis la soupe jusqu'au carrelage, tout ça pour se retrouver au plus proche des conditions réelles. Elle existe bien évidemment en plusieurs versions et s'adapte à tous les budgets du moment qu'ils soient énormes. La grosse différence se fera notamment avec l'écran qu'on lui associe, du petit LCD 20 pouces aux 3 vidéoprojecteurs avec leurs 6 mètres de base. Bon débrief, alors que je m'évanouis. Ouais, c'est le deuxième run, maintenant t'as l'habitude. Ouais, j'en ferai pas un troisième, ça tape dans la tête quand même. Hein. Ouais, un tout petit peu, bah, j'ai été plus vite que la première, donc c'est normal. Ouais, j'ai rectifié sur la deuxième. Là on a fait 119, la première on a fait 116. Les 2-3 petites bricoles que je t'ai dit sur la première, là c'était nickel. D'ailleurs t'as pu le sentir, je pense que t'as senti un peu plus de pression. Ouais. Et t'as vu aussi qu'à l'arrivée, j'ai dû freiner beaucoup plus, m'employer beaucoup plus pour freiner. Ouais. Et non, dans l'ensemble on a fait aussi un meilleur temps, à peu près 1 seconde demi, 1 seconde en bob, ça commence à aller vachement vite. Ok, ouais. Comment tu t'es préparé pour faire ça? Est-ce qu'à un moment tu dois fermer les yeux, imaginer le parcours, droite, gauche? Ouais, alors ça on le fait surtout quand on connaît pas trop le tracé ou alors ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et essentiellement en compétition ou en entraînement quand on cherche vraiment à améliorer. Je commence à avoir un petit peu d'expérience en bobsleigh. Du coup maintenant la piste je la connais bien. Je sais véritablement ce que j'ai fait sur les runs et du coup pour me rétablir c'est assez rapide. Ok. Cette piste-là, tu la connais bien, quoi. Bah, ça fait déjà depuis 93 que je suis là, donc je commence à la connaître, ouais. Ok. Voilà. C'est quoi tes petits trucs là? Serré, tu prends les manivelles enfin les manivelles, je sais pas comment ça s'appelle, mais les poignées. Tu prends les poignées d'une certaine façon. Quels sont les secrets pour piloter au millimètre près? Bah écoute, les secrets en tout cas, je pense que c'est un sport de pilotage comme un autre. Il y a la faculté subjective d'appréhender en fait les trajectoires et puis de la pression. Et ensuite, les petits trucs, eh bien, c'est de bien analyser. Ça a toujours été ça, la clé en fait de la réussite. Ça a été en luge comme en bob, c'est de bien analyser en fait ce qu'on fait. Dans les virages, en fait, chaque virage sont différents. Chaque virage a une trajectoire et une conduite qui lui est propre. Et c'est très important de savoir analyser ce qu'on a fait et ce qu'on a besoin de faire. Donc ça se fait en amont et surtout après la descente, pour pouvoir améliorer en tout cas. D'accord. Est-ce qu'on perd des neurones? Écoute, j'espère pas. On sait que les footballistes, quand ils font une tête sur le ballon, ils perdent des neurones. Ouais, peut-être. Et ici, j'en ai fait des têtes, moi, avec mon casque. Hein. Ouais. J'en ai perdu. T'en as fait un petit peu. Non, bah, j'espère qu'on n'en perd pas trop, parce que depuis le temps que j'en fais, la perspective... T'as pas l'air trop débile. Non, pour l'instant, ça va encore. J'espère qu'à 50 ans, on n'arrivera pas à la débilité. Exact. Bon, je vous propose de vous laisser avec des images encore plus dingues. Hein. C'est la séquence On a cliqué pour vous. En attendant, on ne le dira jamais assez. Prudence en montagne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Vous connaissiez Rasta Rocket, et bien maintenant voici les Nigerian Rockets. Grâce à une campagne de crowdfunding et un partenariat avec un célèbre fabricant d'écouteurs, ces 3 jeunes femmes ont récolté 75 000 $ pour se préparer et viennent tout juste de se qualifier pour les Jeux de Pyeongchang. C'est tout simplement une première pour l'Afrique et on vous laisse sur cette vidéo de promo qui vient d'arriver sur la toile. À la semaine prochaine. I try so hard to be perfect, but sometimes it feels like a burden, cause I still ain't shit with a person, but that's all I'ma save you the detail, therapy with a beat and a freestyle, either way, look today, I'ma be well, cause I never wanna let them see me fail, Our goal is to create a legacy where people will never be limited by the fear of the unknown.